Bueno, vamos a dar comienzo a la última actividad del Congreso, que es la conferencia de cierre de Gerard Vergniaud. Gerard Vergniaud es uno de los psicólogos cognitivos y del desarrollo más renombrados del mundo, tanto por sus contribuciones a la psicología cognitiva como a la didáctica de la matemática y de las ciencias y a la didáctica profesional. Sus trabajos y modelos de la actividad del sujeto que aprende son una referencia para la formación de profesores y de profesionales en diversas áreas. Como director de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique, actualmente emérito, entre 1987 y 1995 dirigió el Grupo de Investigación, Didáctica y Adquisición de Conocimiento Científico, siendo conjuntamente con Guy Brousseau uno de los fundadores de la didáctica de la matemática en Francia. Es además doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra y miembro de la Academia de Ciencias Psicológicas de Rusia. Su obra científica influyó y continúa influyendo a investigadores de todo el mundo, siendo mundialmente reconocido por sus trabajos sobre el acceso a los números, a las operaciones aditivas y multiplicativas de los niños y por su concepción del sistema cognitivo, pues ha creado una teoría operatoria de la representación. En 1990 formuló la teoría de los campos conceptuales, definiendo conceptos claves en la descripción del aprendizaje de conceptos científicos y competencias complejas. Esquema, situación, representación, invariante operatorio, campo conceptual, competencia. Su teoría pone en evidencia la irreductibilidad de los conocimientos a los sistemas simbólicos, estudiando sus interacciones e incorporando en ellas las ideas de Piaget, quien fue su maestro y director de tesis, y también de Vygotsky. Viajero infatigable, es requerido por universidades de todo el mundo que reconocen la originalidad de su trabajo y de sus opciones epistemológicas. Ha publicado en alemán, inglés, chino, español, francés, italiano, polaco, portugués y ruso. El atractivo que ha ejercido y ejerce sobre varias generaciones de investigadores se puede dimensionar en el hecho de que ha dirigido 85 tesis de doctorado. Gerard Vergniaud sostiene un estrecho contacto de colaboración con el NIESIT de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad, lo cual ha permitido a nuestra casa gozar de su presencia en el año 2007 con motivo de la organización del primer ENEM y en el 2011 durante el segundo ENEM y primer CIESIM, en el cual además esta universidad le otorgó también el doctorado honoris causa. Él ha gestionado contactos para nuestro grupo con prestigiosos investigadores en didáctica de la matemática en Francia, y ha sido varias veces entonces nuestro consultor externo y nuestro docente invitado. Y apoyó fuertemente, gracias a su nombre, la creación del doctorado en enseñanza de las ciencias. Hoy está aquí para hablarnos de la racionalidad y las situaciones de incertidumbre. ¿Cuáles o qué consecuencias para la didáctica? Muchas gracias, Gerard, y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Rita, pour cette présentation. Je pense, je ne sais pas si ça marche. Oui. Oui, mon exposé va porter plutôt sur la formation de la rationalité. Et si j'ai évoqué les situations d'incertitude, c'est parce qu'en réalité, pour moi, la rationalité, c'est surmonter des situations d'incertitude. Et il y en a de plusieurs catégories. Mi exposición va a tratarse sobre la construcción de la racionalidad, y si yo evoco las situaciones de incertidumbre es porque la racionalidad se
se monta sobre la incertidumbre. Mais avant de faire ce petit travail analytique, je voudrais donner des exemples dans l'histoire des mathématiques et de la physique d'ailleurs, pour bien expliquer que la rationalité n'est pas la chose la mieux partagée dans le monde. Et même les savants peuvent faire de graves fautes par rapport à la rationalité. Pero antes de hacer un trabajo analítico, él quiere dar unos ejemplos en la historia para mostrar que la racionalidad no es algo que esté igualmente repartido en la cultura, creo que dijo algo así. Habló mucho. Je vais prendre 3 exemples. Newton, Pascal et le problème des nombres négatifs. Él va a tomar tres ejemplos, Newton, Pascal y el problema de los números negativos. Newton s'intéressait au mouvement, comme vous le savez, et un peu à l'inertie, mais il avait lu à la fois les travaux de notre ami italien, aidez-moi, de Galilée, et aussi les travaux de Descartes. Newton se interesaba en el movimiento y también en la inercia, y él había leído al mismo tiempo los trabajos de Galileo y de Descartes. Le seul problème, c'est qu'il aimait bien Galilée et il n'aimait pas les cartésiens. El único problema era que a él le gustaba Galileo, pero no le gustaban los cartesianos. Alors, Galilée avait travaillé sur l'inertie, mais il n'avait pas formulé le principe d'inertie, notamment si un corps n'est soumis à aucune force et qu'il est en mouvement, son mouvement est rectiligne et uniforme. Galileo había trabajado sobre el principio de inercia, pero en realidad no lo había formulado en la forma que dice que si no existe ninguna fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Et c'est un principe qui a été formulé par les cartésiens. Y este principio fue formulado por los cartesianos. Alors, comme il n'aimait pas les cartésiens, il a attribué à Galilée le principe d'inertie. Pero como a él no le gustaban los cartesianos, Newton le atribuyó a Galileo el principio de inercia. Ce qui est à la fois justifié et injustifié, puisque Galilée avait travaillé sur l'inertie. Esto es al mismo tiempo justo y injusto, ¿no? Porque Galileo había trabajado sobre la inercia. Ce qui montre que l'affectivité, le choix d'aimer ceci ou d'aimer cela, ou de cette belle personne, pèse d'un certain poids dans la construction de la connaissance. Esto para mostrar que la afectividad, el hecho de que a uno le guste una persona y no otra, tiene cierta influencia en el surgimiento del conocimiento. Un deuxième exemple, toujours Newton, c'est le fait qu'à 25 ans ou presque, ou plus, un peu plus, il avait déjà fait 3 grandes découvertes. Et le reste de sa vie, il a cherché à faire de l'alchimie, c'est-à-dire d'essayer de montrer qu'on pouvait fabriquer de l'or avec n'importe quel métal. Y una cosa interesante es que 50 años antes de haberse dedicado a desarrollar la mecánica, Newton había trabajado sobre las ideas alquimistas porque él quería hacer oro, una especie de rey Midas, no importaba, sin importar a partir de qué metal. Et on a trouvé notamment ce qu'on appelle la valise de Newton, c'est-à-dire une valise dans laquelle il mettait tous ses papiers après qu'il ait écrit et qu'il n'ait pas été convaincu qu'il fallait retenir ses papiers. Y uno puede hablar de la valija de Newton, que era una especie de lugar donde él colocaba todos sus papeles y las cosas de las que estaba, o algunas de las que estaba convencido y otras de las que no estaba convencido. Et pendant des vacances à la montagne, j'ai trouvé un livre qui s'appelait La valise de Newton. J'ai donc lu La valise de Newton et j'ai trouvé toute une série de textes absolument fantaisistes sur l'alchimie. Newton, le grand Newton, avait aussi écrit des textes qui n'avaient pratiquement aucun sens scientifique à l'époque. Y él encontró ese libro, La valija de Newton, y leyó en ese libro una gran cantidad de cosas que eran completamente fantasiosas y que no tenían ningún asidero científico, ¿no? Pero igual, y era Newton, nada menos que Newton. On ne peut pas s'empêcher de rêver, même quand on est scientifique. Uno
uno no puede... On ne peut pas s'empêcher de rêver, même quand on est scientifique. Uno no puede evitar soñar, aun cuando uno es científico. Il y a plus de rapports entre le rêve fantaisiste et la recherche scientifique qu'il y a plus de rapports qu'on le croit. Y hay mucho más de sueño en la investigación científica de lo que uno piensa o de lo que uno cree. Le deuxième exemple, ça sera plus court, c'est Pascal, qui est à la source avec d'autres collègues au XVIIe siècle du calcul de probabilité et qui écrit des théorèmes de probabilité conditionnelle et il les envoie à Fermat, qui était président de la Cour de justice de Toulouse. Y también está el caso de Pascal, que en el siglo XVII él escribió ciertas propiedades sobre la probabilidad y ciertos teoremas sobre la probabilidad y los envió a Fermat, que era presidente de la Corte de Justicia en Toulouse. Fermat, le grand Fermat, celui du théorème de Fermat. Sí, es el autor del gran Fermat, el autor del teorema de Fermat. Qui n'était pas mathématicien professionnel, mais qui était un très grand mathématicien quand même. Y que no era un matemático profesional, pero que era un gran matemático también. Et donc, Pascal envoie sa démonstration d'un théorème de probabilité conditionnelle, et Fermat regarde le théorème, il dit « mais il y a une erreur là, il y a une erreur hein. ». Donc, il écrit à Pascal et il lui montre l'erreur. Entonces, Pascal le envía la demostración de este teorema de probabilidad condicional, Fermat lo revisa y le dice, se lo reenvía a Pascal, le dice, no, hay un error, hay un error. Pascal reçoit la lettre de Fermat. Pascal recibe la carta de Fermat. Considère que Fermat a raison. Considera que Fermat tiene razón. Et il renvoie une lettre à Fermat en lui disant « Ce qui est vrai à Toulouse est aussi vrai à Paris ». Y entonces le envía una carta a Fermat y le dice, esto que es verdadero en Toulouse es también verdadero en París. Une manière élégante de reconnaître son erreur. Una manera elegante de reconocer que se había equivocado. Mon troisième exemple est plus général parce qu'il concerne pas seulement des individus comme Newton ou Pascal, il concerne en fait la communauté des mathématiciens, enfin une certaine partie de la communauté des mathématiciens. Un último ejemplo que no concierne solamente a los individuos como Pascal o Newton, sino a la comunidad de matemáticos. Les nombres négatifs trouvent leur source chez les Grecs, mais c'est surtout au XVIe et au XVIIe siècle qu'on a développé les nombres négatifs pour des raisons de calcul algébrique. Los números negativos encuentran su origen en los griegos, pero es recién en el siglo XVI o XVII que realmente se desarrolla la idea de número negativo para calcular. Et donc on se sert des nombres négatifs dans les calculs algébriques avec les parenthèses, les changements de signes devant et derrière, etc. Et puis au XIXe siècle, il y a de grands mathématiciens, y compris un professeur de Polytechnique, qui refusent de reconnaître que les nombres négatifs sont des nombres. En el siglo XIX había algunos matemáticos, aunque él dice que se había ya desarrollado el álgebra de los números negativos, ¿no? Los paréntesis, los signos y demás, que había algunos matemáticos que rechazaban que los números negativos fueran realmente un número. C'est-à-dire qu'ils admettent très bien que c'est très commode pour les calculs algébriques, mais pas que ce sont des nombres. Y para ellos consideraban que era algo que era muy cómodo para hacer los cálculos algebraicos, pero que no eran verdaderamente números. Alors j'ai une interprétation simpliste qui consiste à dire, mais au fond le nombre, c'est d'abord la mesure des grandeurs et des quantités, et les mesures sont toujours positives. Y él tiene una interpretación simplista que es que los números son siempre relacionados con las magnitudes y que las magnitudes son siempre positivas. Et donc si on admet que le nombre, que la mesure est la source du nombre, alors on ne comprend pas très bien comment il peut y avoir des nombres négatifs. Et il a fallu toute une construction nouvelle au XIXe siècle
pour traiter les nombres négatifs comme des nombres. Entonces, si uno cree que el origen de los números es la medida, uno tendrá grandes dificultades para encontrar o para atribuir carácter de número a los números negativos. Y será necesario, durante el siglo XIX, toda una nueva construcción para aceptar que los números negativos son realmente números. Donc, en résumé, personne n'est à l'abri de l'irrationalité. Entonces, como ustedes ven, no hay ninguna persona que esté a salvo de la irracionalidad. Et dans le dernier exemple, une personne n'est à l'abri des, je cherche le mot, des pièges, des erreurs méthodologiques. Enfin, non, je ne trouve pas le mot. ¿Bêtises? Non, pas des bêtises, des obstacles épistémologiques, je dirais. Y ninguna persona está a salvo de encontrar obstáculos epistemológicos. Alors, comment essayer d'aider les enseignants et les élèves et beaucoup de gens à comprendre comment, progressivement, on peut construire une position relativement rationnelle dans l'apprentissage, notamment des mathématiques et de la physique, mais pas seulement. La rationalité concerne bien entendu les mathématiques et la physique, mais elle concerne aussi l'histoire, elle concerne aussi la morale, elle concerne aussi beaucoup d'autres disciplines, y compris l'éducation physique et sportive. Y cómo entonces ayudar a los estudiantes y a los alumnos a comprender de qué se trata la racionalidad en matemática o en física, pero la racionalidad no solamente comprende la matemática y la física, también, o las ciencias, también comprende la historia, también comprende la educación física y las actividades deportivas. Alors, pour comprendre les différentes sources d'incertitude, j'ai distingué, après d'autres personnes, mais en essayant d'être plus simple que Pierre Gréco, par exemple, qui avait travaillé sur ces questions, les situations aléatoires, les situations régulières et les situations nécessaires. Y él, para ayudar a esta comprensión, él ha distinguido después que otras personas, pero tal vez de una manera más simple que Pierre Gréco, por ejemplo, las situaciones aleatorias, las situaciones regulares y las situaciones necesarias. Alors, dans les situations aléatoires, l'incertitude est évidente parce qu'on ne peut pas prévoir les événements singuliers. En una situación aleatoria, la incertidumbre es evidente porque uno no puede prever las observaciones o los acontecimientos singulares. Le deuxième cas est un peu plus délicat parce que dans les situations régulières, on peut prévoir les événements singuliers, mais comme on n'a pas accès aux processus qui produisent ces événements singuliers, on n'a pas véritablement de certitude sur la prévision qu'on va faire. En las situaciones regulares las cosas son un poco más complicadas, porque si bien uno puede prever los acontecimientos singulares, lo que ocurre es que uno no tiene certeza de cuáles son los procesos que están por detrás de la predicción de esos acontecimientos. Alors, comme il y a des régularités, il y a quand même des possibilités d'apprentissage, mais ce n'est pas tout à fait pareil que les situations nécessaires, parce que dans les situations nécessaires, non seulement on peut prévoir, mais on a aussi accès au processus. Et on ne dispose pas, cette fois, c'est ça l'incertitude possible, on ne dispose pas de toutes les catégories de pensée, les catégories conceptuelles pertinentes pour saisir l'information utile et prévoir ou agir. Y en las situaciones necesarias, si bien podemos prever y tenemos acceso a las relaciones, lo que ocurre es que no disponemos de todas las categorías conceptuales que son necesarias para decidir qué es pertinente y qué no lo es y decidir. Alors, des exemples prototypiques des situations aléatoires, la loterie, la météorologie aussi, largement, mais aléatoire, de moins en moins aléatoire, mais tout de même encore aléatoire, les dés, bien entendu, le régulier. Alors, les saisons, les marées, le cycle lunaire. Alors, il faut bien s'entendre. Les saisons, on a su qu'il y avait l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Je parle des pays dans lesquels on a les 4 saisons, n'est-ce pas? Bien avant de comprendre comment les saisons étaient définies, en fait, en partie par la trajectoire de la Terre autour du Soleil dans le plan de l'écliptique, avec l'inclinaison sur le plan de l'écliptique et l'éloignement relativement différent en été
et en hiver avec le soleil. En el caso de las situaciones aleatorias, la lotería, la meteorología, las situaciones regulares, las estaciones, las mareas, los ciclos lunares, pero en esa clase de situaciones hay que comprender que cómo la Tierra y el Sol, la Tierra se mueve alrededor del plano de la elíptica y cuando está más cerca del Sol y cuando está más lejos del Sol, ¿no? Y que en un país como este que hay 4 estaciones, eso ya no es tan sencillo y que hay un problema de inclinación del eje terrestre con respecto al plano de la eclíptica. Et dans le dialogue sur les 2 systèmes du monde de Galilée, il donne comme preuve du système qu'il a adopté lui, qui est le système de Copernic, il donne comme preuve le calcul des marées et il se trompe sur les marées, sur l'explication des marées. Il reste que les marées sont bien un processus régulier avec lequel on peut faire des prévisions. Y, por ejemplo, en el caso de Galileo, él da buenos ejemplos, creo que dijo sobre las estaciones o sobre el movimiento, pero él se equivoca en el caso de las mareas. Donc, dans le régulier, on peut faire déjà des prédictions qui ne sont pas du tout inutiles et même parfois très, très utiles, comme par exemple dans l'agriculture ou dans la pêche, hein, bien entendu, avec l'exemple des saisons et des marées. Mais en même temps, sans l'explication, par exemple, du pourquoi des saisons, on n'a pas véritablement une compréhension suffisante du phénomène des saisons. Predecir las estaciones es algo muy útil para la agricultura, es algo muy útil para la pesca, pero sin una buena comprensión de esta relación de movimientos, uno no puede realmente entender por qué se producen las estaciones. Alors, dans les situations nécessaires, comme par exemple dans les problèmes d'orientation dans l'espace, dans les problèmes de calcul de grandeur spatiale, comme le volume, la géométrie euclidienne, etc. Les mathématiques sont fondées fondamentalement sur la géométrie, hein, il faut bien le voir. On a un peu plus de certitude, mais on n'a pas forcément toutes les certitudes. Est-ce qu'il y a un principe d'incertitude pour les situations nécessaires ? Y aún en las situaciones necesarias, sobre todo en las relaciones de organización del espacio, en los cálculos de volumen, aún ahí uno no tiene toda la certitud. Es decir, que hay también un cierto grado de incertidumbre. Et ma réponse c'est oui, parce qu'on n'a pas nécessairement les catégories de pensée, les catégories conceptuelles qui permettraient de saisir les phénomènes, les événements, les successions qu'on observe. Y si a él le pregunta, ¿pero ahí también hay incertidumbre? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque uno no tiene todas las categorías de pensamiento necesarias para predecir los acontecimientos en ese caso. Alors, c'est toujours pareil. J'ai essayé d'imaginer des petits systèmes qui permettraient de bien comprendre les différences entre l'aléatoire, le régulier et le nécessaire. Él ha tratado de proponer algunos ejemplos que van a permitir comprender mejor la relación entre lo aleatorio, lo regular y lo necesario. Ce sont des exemples de psychologues, c'est-à-dire pas du tout intéressants sur le plan épistémologique, mais qui permettent de comprendre pourquoi, chez les enfants ou chez les adultes, on a une différence quand même évidente entre l'aléatoire, le régulier et le nécessaire. Son ejemplos de psicólogos, no son ejemplos de epistemólogos, pero que permiten comprender cómo en el plano psicológico se dan las diferencias entre lo aleatorio, lo regular y lo necesario. Alors, dans l'aléatoire, j'ai pris un cas très simple, c'est que 2 lampes s'allument selon la loi probabiliste, 2 fois la lampe verte pour 1 fois la lampe rouge. En lo aleatorio él toma el ejemplo de 2 lámparas que se iluminan según la ley de 2 veces la lámpara verde y 1 vez la lámpara roja. Et résultat, la plupart du temps, les sujets, adultes, mais même des enfants plus jeunes, s'ajustent progressivement à la proportion 2 sur 3 et 1 sur 3. Hein, 2 sur 3 pour la lampe verte et 1 sur 3 pour la lampe rouge, alors qu'en fait, sur un calcul purement rationnel, ils auraient intérêt à prédire toujours vert. Ils gagneraient plus souvent.
Los sujetos empiezan, cuando predicen, se ajustan progresivamente a la proporción 2, 3, 1, 3, aunque algunas veces ellos tienen la intención de predecir siempre verde, ¿no? J'ai fait cette expérience avec des adultes quand j'étais étudiant en psychologie et ça marche assez bien. Hein. Él hizo esta experiencia con adultos cuando era estudiante de psicología y esto marcha muy bien. Alors j'ai mis comme exemple régulier des cas relativement simples. Le premier, c'est rouge, vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, vert, vert. On voit bien que la même proportion, la même loi probabiliste est respectée. Dans le deuxième cas, c'est déjà un peu plus délicat. Rouge, vert, 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 rouge, vert, 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 rouge, vert, vert, etc. Voilà des situations régulières qui, même dans le deuxième cas, qui est un peu plus compliqué, permettent à certaines personnes de faire la bonne prédiction au bon moment, simplement par une loi de succession régulière. Bueno, ustedes ven aquí, está claro en los colores, ¿no? Que respeta las relaciones y que un poquito más complicada la segunda que la primera, pero que igual permite a las personas, guiándose por la proporción, hacer una buena predicción de qué es lo que viene después. Alors, j'ai imaginé une situation nécessaire qui, avec la règle de succession que je viens de montrer, permettrait de prédire à coup sûr ce qui va se passer sur l'écran, hein, le grand écran qui est en noir là, avec une feuille devant avec un trou et une rotation hein, qui fait rouge, vert, 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 rouge, vert, rouge, vert, 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 rouge, vert, etc. Si on a accès à ce mécanisme de rotation régulier, on peut prédire avec certitude quelle couleur va s'afficher sur l'écran qui se trouve en face. Bueno, aquí hay una pantalla y esta es una rendija y ustedes ven una especie de rueda, ¿no? que va girando y se van iluminando las lámparas y eso puede permitir también predecir cuál es la luz que va a aparecer. Donc la raison de ces trois cas, c'est vraiment de montrer sur un exemple simpliste hein, que l'aléatoire, ça existe et que ça permet certaines prédictions pour lesquelles on peut se tromper plus facilement que pour le régulier. Le régulier, ça existe, et le nécessaire, ça régulier, mais avec un principe d'incertitude moins fort que dans le cas du régulier et de l'aléatoire. Entonces, esto es para mostrar que la incertidumbre existe en lo regular y existe en lo aleatorio, pero en lo necesario uno puede, tal vez, también existe más fuertemente la incertidumbre y uno puede equivocarse más. Alors, une autre source importante d'incertitude, c'est évidemment l'interférence possible de l'action d'autrui ou de déterminants extérieurs avec l'action propre du sujet. Y otra fuente importante de incertidumbre, entonces, es la interferencia que puede haber entre la acción de otro o de los determinantes exteriores que afectan la propia acción del sujeto. Donc, dans les situations productives, seule l'action propre du sujet détermine les effets et les variations. En una situación productiva es el propio sujeto y su acción el que determina los efectos y las variaciones. Dans les situations passives, l'action propre n'a pas d'effet. Les seuls déterminants sont extérieurs, typiquement l'astronomie. En las situaciones pasivas, el sujeto no tiene efecto sobre lo que pasa y los únicos determinantes son exteriores. Un buen ejemplo es la astronomía. Et dans un troisième cas, il y a les situations interactives, c'est-à-dire que les variations du phénomène qu'on veut observer ou qu'on veut prévoir dépendent à la fois de déterminants extérieurs et de l'action propre. Y en el caso de las situaciones interactivas, quiere decir que los acontecimientos que uno quiere prever o predecir dependen al mismo tiempo de las determinantes exteriores y de la propia acción del sujeto. Alors c'est important parce que quand... alors là, toujours, ça ne marche pas de la même manière que mon ordinateur. Donc on pourrait dire l'incertitude due à autrui pourrait être confondue avec les trois catégories princeps vues plus haut, bien sûr. Mais en fait, une approche développementale, excusez-moi, hein, c'est pas moi qui ai refait ces choses-là, c'est une autre manière de réécrire ce que j'avais écrit, une approche développementale de la construction de la rationalité
conduit à ne pas les confondre, d'où le tableau ci-dessous et la thèse que la rationalité se développe d'abord dans les situations nécessaires et productives, et c'est dans les situations interactives et aléatoires qu'on peut situer l'impact de la théorie des jeux. Alors, j'ai fait un petit tableau qui ne vaut pas grand-chose en dehors de cette préoccupation d'essayer de comprendre comment la rationalité peut se développer chez les jeunes enfants avec les situations productives et nécessaires, alors que, par exemple, l'astronomie et l'étude des astronomes qui occupent quand même une bonne partie de l'histoire des sciences et des mathématiques se développent essentiellement avec des situations régulières passives. ¿Tú puedes t'arrêter un peu? Oui. Bueno, y entonces él hizo una pequeña tabla para mostrar cómo hay situaciones productivas y que a la vez son necesarias. Y, por ejemplo, en el caso de la astronomía, él tiene situaciones regulares y pasivas, ¿no? No hizo la cruz, pero hablaba de eso. Donc, excusez-moi de découvrir en même temps que vous un certain nombre de choses, parce que je n'avais pas en tête ces choses-là de la même manière. Disculpen que descubramos juntos estas cosas, porque ahora se les había olvidado un poquito. Alors, quand j'étais jeune chercheur, j'ai aussi travaillé sur la théorie des jeux. Et on voit bien que la théorie des jeux, c'est-à-dire la distinction entre les tactiques et les stratégies, c'est-à-dire que dans un jeu où je combats un adversaire, c'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup la théorie des jeux pour la guerre, par exemple, et pour les stratégies des militaires. On les a utilisées aussi pour les stratégies commerciales. Il y a cette idée que ce qui se passe dépend à la fois de moi et des autres. Mais quand elles dépendent de moi et des autres, je suis en plus dans l'aléatoire, c'est-à-dire que je ne peux pas prévoir totalement comment les choses vont se passer. Donc je mets au point des stratégies qui sont probabilistes, et une tactique, c'est déjà probabiliste. Je vais, par exemple, jouer 2 fois ceci et une seule fois cela, pour reprendre l'exemple que j'ai donné plus haut. Et dans le cas de la théorie des jeux, on avait par exemple, je vais donner cet exemple parce qu'il est très important, on avait donné l'exemple du dilemme du prisonnier. Dans le dilemme du prisonnier, on a... Oui. Tu as raison, Rita. Je suis très bon, mais je ne peux pas. Tu as raison. Je répéterai si tu veux le dilemme. Bueno, y en el caso de las situaciones aleatorias, él pone el caso de la teoría de juegos, él trabaja mucho sobre la teoría de juegos, son cosas que se usan mucho en las estrategias de los militares, y hay cuestiones de táctica y de estrategia. Y en las cuestiones de táctica aparecen mucho las situaciones probabilísticas. En el caso de él estaba comenzando a hablar del dilema de la teoría económica de Nash, del dilema del prisionero, ¿no? Alors, dans le dilemme du prisonnier, on a 2 prisonniers qui décident de s'évader ensemble. Alors, ils peuvent être tous les 2 coopératifs ou compétitifs. S'ils sont coopératifs, ils ont des chances de s'évader tous les 2, mais avec un degré de certitude relativement faible. Tandis que si les 2 sont compétitifs, alors cette fois, ils échouent tous les 2. Et il y a un 3e cas dans lequel il y en a un qui est coopératif et l'autre qui est compétitif. Alors, celui qui est compétitif gagne, mais il laisse son associé derrière lui. Dès qu'il a passé le mur de la prison, il s'échappe et il laisse l'autre se débrouiller tout seul avec les policiers et les gardiens. Et évidemment, il se fait rattraper. Et alors, il y a un opéra qui représentait bien ce dilemme du prisonnier, parce que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. L'homme, c'est le préfet. La femme, c'est... Je ne me souviens plus du titre de cet opéra. Je ne me souviens plus du titre. Et en fait, il y a l'amant de la femme est prisonnier. Et il va être... Fidelio? Non, c'est pas Fidelio, non. Non, c'est...
Fidelio, c'est non, c'est pas Fidelio. Mais c'est pas grave. Voilà. Il y a donc un prisonnier qui est condamné à mort, qui va être fusillé. Et son amante, sa maîtresse, décide d'essayer de séduire le préfet pour qu'il puisse se libérer. La Tosca, voilà. Merci. C'est la Tosca. Et évidemment, le dilemme est le suivant, c'est que elle espère qu'elle va pas devoir coucher avec le préfet, et que pendant ce temps-là, malgré tout, comme elle aura occupé le préfet, le prisonnier aura pu s'évader. Elle est donc compétitive. De son côté, le préfet, lui, il se dit on va quand même fusiller ce monsieur, et je vais aussi pouvoir utiliser les services sexuels de cette femme. Bueno, entonces conocen el dilema del prisionero y uno puede ser en ese caso cooperativo o competitivo, y ese dilema se repite en la ópera Tosca, donde una mujer tiene un marido que está preso y ella piensa que si seduce al prefecto que lo va a matar, entonces su marido va a poder escaparse, ¿no? Y entonces en ese caso ella es competitiva, actúa de manera competitiva, pero el prefecto piensa que si él mata al marido de esta mujer, él va a poder aprovechar los servicios sexuales de ella. Alors, on voit bien qu'on est dans l'aléatoire, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Cet aléatoire-là, il est personnifié par deux personnages seulement, qui sont tous les deux compétitifs. Et ils vont perdre tous les deux. C'est-à-dire que le préfet va être tué par la dame, et la dame et le fiancé de la dame va être fusillé. Voilà, donc c'est dramatique. En este caso uno ve que el juego se juega con ambos siendo competitivos, ¿no? Entonces la mujer va a seducir al prefecto, pero a su vez el marido de la mujer va a ser fusilado y los dos van a perder. Mais ce qui est intéressant du point de vue épistémologique, c'est que la théorie des jeux a été développée dans les années 40 à peu près, peut-être un petit peu avant, et surtout après la dernière guerre mondiale, par des gens qui ont été à l'origine des grands ordinateurs en même temps. Y lo que es interesante de la teoría de juegos es que se desarrolló después de la Segunda Guerra, o de la última Guerra Mundial, y que se desarrolló donde también se desarrollaron las computadoras, ¿no? De cara a las computadoras. Et donc, si on était dans l'aléatoire, il fallait faire il fallait décider des actions qu'on allait mener en fonction de certaines probabilités. Entonces, si uno está en lo aleatorio, es necesario decidir las acciones que uno va a desarrollar a partir de ciertas probabilidades. Alors, j'ai mis ce tableau seulement pour montrer que la rationalité, ça concerne bien entendu les situations productives et nécessaires, en particulier chez les jeunes enfants, mais que si on développe des modèles adéquats, ça concerne aussi les situations régulières, les situations dans lesquelles l'action propre de l'individu n'a pas de poids, et les situations interactives, y compris dans le cas aléatoire. Par conséquent, la rationalité concerne énormément de domaines de la vie et pas seulement et des sciences et des techniques, et pas seulement les modèles que je viens d'expliquer avec des exemples très simples. Entonces él hizo esta tabla para mostrar todas las posibilidades en las que aparece lo aleatorio y que conciernen a la racionalidad. Es decir, que la racionalidad concierne a una gran variedad de dominios. Alors, le premier champ d'expérience du bébé et du jeune enfant qui soit de l'ordre du nécessaire productif, c'est l'espace. El primer campo, entonces, en donde uno puede desarrollar lo necesario y lo productivo es el espacio, y eso pasa con los bebés. Retrouver, par exemple, la disposition des places dans une maison, la disposition des magasins dans une petite ville, avec l'église, la mairie, bien sûr, ça intéresse les enfants, mais pas autant que la pâtisserie et la boulangerie ou l'épicerie. Et par conséquent, l'organisation de l'espace matériel
dans lequel on peut se déplacer et retrouver son chemin, c'est un premier champ d'expérience du bébé et du jeune enfant très important. Entonces, en una pequeña ciudad, la distribución del espacio, donde están los negocios, donde está la iglesia, donde está la municipalidad, es un dominio que puede, o donde está la panadería, o donde se venden cosas ricas, eso puede interesar a los niños pequeños. Alors, c'est aussi un champ d'expérience essentiel pour l'adulte, bien sûr, d'où probablement l'importance de la géométrie dans l'histoire des sciences comme domaine et comme source de modèles. Y también el dominio del espacio, entonces es un campo esencial para los adultos y de ahí probablemente la gran importancia que tiene la geometría en la historia de ciencias como dominio y como fuente de modelos. Comme source de modèle, on vient d'en avoir un exemple avec ce que Esther nous a montré concernant la représentation dans les 3 dimensions de l'espace des relations entre les diviseurs de 60. Y, por ejemplo, como un modelo, uno puede recordar lo que viene de mostrarnos Esther con la representación en el espacio de los divisores del número 60. Moi-même, dans les exemples sur les structures multiplicatives, j'utiliserai tout à l'heure la représentation de l'espace, mais il y a beaucoup d'autres cas qui sont plus intéressants que ceux que je pourrais montrer à ce sujet. Bueno, él va a utilizar el caso de la representación del espacio, pero hay muchos otros ejemplos que son interesantes. Alors, si on en reste aux bébés et aux jeunes enfants, et aux situations qui peuvent façonner ces premières représentations calculables. Entonces uno se queda en el bebé y en los niños chicos, las situaciones que dan forma a sus primeras representaciones son situaciones calculables. Son representaciones calculables. Alors, par représentation calculable, je ne signifie pas que ce sont des représentations pour lesquelles on va prendre un papier et on va calculer tout ça. Ça peut être ça, mais très souvent, c'est une représentation calculable avec des relations implicites. Y si bien las representaciones calculables son representaciones en las cuales uno puede tomar un papel y hacer el cálculo, en muchos casos las representaciones calculables son simplemente representaciones implícitas. Le premier ensemble de situations que les bébés et les jeunes enfants comprennent assez bien et assez efficacement surtout, sont les déplacements et les positions du sujet dans un espace circonscrit comme ceux que j'expliquais tout à l'heure, la maison ou le village. Y las primeras situaciones que un niño que un bebé o que un niño pequeño comprende muy bien son las representaciones espaciales en una pequeña ciudad o en su casa. Et le deuxième exemple, c'est la manipulation des objets matériels ayant certaines propriétés. Y un segundo ejemplo sería la manipulación de objetos materiales que tienen ciertas propiedades. Alors, je voudrais illustrer cela avec un exemple concret qui m'a permis de montrer le premier algorithme spontané chez une petite fille de 4 ans et demi. Il s'agissait d'un système de barres encastrées les unes dans les autres que j'avais fait moi-même, à savoir que pour sortir la barre rouge, ici... Bueno, y ahora esto es un diseño que es de él, lo inventó él, y que es un sistema en donde él va a tratar de mostrar la situación, las situaciones necesarias en niños de 4 años y medio. Alors, pour sortir la barre rouge, il faut sortir la barre noire et la barre verte qui sont encastrées dans la barre rouge, sortir la barre jaune qui est encastrée dans la barre verte, sortir la barre violette qui est encastrée dans la barre jaune et la barre orange qui est encastrée dans la barre violette. Entonces, ustedes fíjense que para sacar la barra roja hay que sacar distintos colores de barras en una sucesión apropiada, ¿sí? Porque están todas encastradas. Et dans le cas de gauche, on a donc accès non seulement aux barres, mais aussi aux relations d'encastrement. Y uno tiene, primero, están ocultas las relaciones de encastramiento y en el lado izquierdo uno puede acceder a cuáles son esas relaciones, cuál barra impide sacar la otra. Si on veut compliquer la vie des enfants et même des adultes, on met un cercle plein au milieu qui cache toutes les relations d'encastrement. Y si uno le quiere complicar la vida, entonces uno tapa el diseño que se ve
a la izquierda y entonces no se sabe cómo están encastradas las barras. Et souvent, on voit les enfants, et même les adultes, essayer de sortir la barre rouge en tournant autour, et ils se découragent parce que, comme ils n'ont pas accès aux relations qui sont sous le carton plein, ici, eh bien, ils n'arrivent pas, ils se découragent très vite et ils n'arrivent pas à sortir la barre rouge. Y uno ve frecuentemente que cuando tratan de sacar la barra roja, ellos desisten rápidamente porque como no se ven las relaciones, entonces aún para los adultos es bastante difícil, ellos abandonan. C'est une métaphore pour tous les phénomènes de physique ou autres, ou de biologie, pour lesquels on n'a pas accès aux relations cachées. Y es una metáfora para otras relaciones de la física o de la biología para las cuales uno no conoce las relaciones que están involucradas. Bien qu'il y ait des relations régulières derrière et des relations régulières si on tire les barres les unes après les autres. On se décourage très vite. Y aún cuando hay relaciones regulares y que consisten en que uno debe tirar unas barras antes que otras. Cuando uno descubre eso, uno se desenvuelve rápidamente. Alors revenons au premier cas, c'est le plus intéressant. On peut essayer de faire pareil en tournant autour. En tirant la barre rouge, la barre bleue, elle vient, la barre verte, elle ne vient pas, la barre ici en dessous vient, la barre jaune, elle ne vient pas, etc. Et on continue comme ça, et on se décourage très vite. C'est-à-dire le fait qu'en un nombre fini de pas, je prends la définition de l'algorithme, le fait qu'en un nombre fini de pas, on peut venir à bout d'un dispositif aussi complexe que celui-là, n'est pas un critère suffisant pour comprendre l'acquisition du concept d'algorithme et pour voir naître chez les enfants une procédure algorithmique. Y el hecho de que exista un número de pasos finito para llegar a una meta no es suficiente para comprender el concepto de algoritmo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, les enfants s'aperçoivent que la barre noire est encastrée dans la barre rouge, pas de problème, on peut tirer la barre noire, mais la barre rouge ne vient pas. La barre verte est encastrée dans la barre rouge. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants voient bien cette relation entre la barre rouge et la barre verte, ils tirent la barre rouge, ils tirent la barre verte, ils tirent la barre rouge, ils tirent la barre verte, ils tirent la barre rouge, et ils n'arrivent pas à se sortir de ce cercle vicieux, à savoir qu'il y a bien une relation de connexité entre la barre rouge et la barre verte, mais ils ne voient pas le caractère antisymétrique de cette relation, à savoir que la barre verte est encastrée dans la barre rouge, mais la barre rouge n'est pas encastrée dans la barre verte. Bueno, entonces los niños tiran la barra roja y tiran la barra verde, y tiran la barra roja y tiran la barra verde, sin ver que hay una relación antisimétrica de encastramiento. Alors, le premier algorithme consiste justement à reconnaître le caractère antisymétrique de la relation d'encastrement. Je tire la barre rouge, elle ne vient pas. Je tire la barre verte, elle ne vient pas. Ah, mais je déplace mon attention vers le fait que la barre jaune est encastrée dans la barre verte et je vais tirer la barre jaune qui ne vient pas non plus. Et je vais porter mon attention sur la barre violette et puis sur la barre orange, etc. Et de proche en proche, je remonte de la barre rouge à la barre verte, à la barre jaune, à la barre violette et à la barre orange. C'est facile, ¿no? Bueno, entonces yo tiro la barra roja, no viene, entonces tiro la verde, no viene, luego tiro la barra, veo que la barra amarilla está encastrada y así, y de tanto en tanto me doy cuenta que hay algo que hace que funcione y que puedo desencastrarla. Alors, aïe, aïe, c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'avais écrit, donc je m'y perds un peu. Boîte noire, tirer rouge, puis au hasard. Ah oui, ça c'est la première manière de faire. On me demande de tirer la barre rouge. Je tire la barre rouge, et puis ça ne vient pas, mais je regarde l'intérieur et je ne vois pas les relations. Enfin, je n'ai pas les catégories de pensée pour prendre le caractère antisymétrique d'une relation d'encastrement. Bueno, yo tiro la barra roja y ella no viene y entonces el problema es que no tengo las categorías de pensamiento para comprender la relación antisimétrica que es la relación de que las barras están encastradas. Et donc,
on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, suivre l'ordre spatial périphérique. Entonces puedo seguir el orden espacial periférico. Alors, c'est tout à fait rationnel, apparemment. C'est organisé par une règle simple qui est l'ordre autour de la boîte. Mais malheureusement, on n'y arrive pas parce que justement, il y a un trop grand nombre de tours à faire et on ne perçoit pas la raison de cela. En d'autres termes, ça sera une phrase tout à fait décisive, un algorithme ne peut pas être défini au cours de la Genèse seulement par le caractère fini du nombre de pas qu'il est nécessaire pour résoudre le problème. Entonces, aun cuando doy vueltas alrededor de la caja, y eso puede tener cierta racionalidad, esto los lleva a decir que un algoritmo no puede ser definido por el número de pasos necesarios que me permiten llegar a la meta, creo. Alors, la connexité, j'en ai déjà parlé, c'est tirer rouge, puis noir, puis rouge, vert, rouge, vert, sans issue, n'est-ce pas? Eso es la conexidad, como tirar de esa manera y no arribar al resultado. L'antisymétrie de la relation permet de faire un pas de plus. Je tire rouge et puis vert. Et puis je cherche ce qui gêne vert, je trouve jaune, je trouve bleu, je trouve orange, violet, et je recommence donc de la barre bloquée à la barre qui bloque, et je remonte de la barre bloquée à la barre qui bloque jusqu'à la barre qui va me permettre ensuite de recommencer l'opération toujours à partir de la barre rouge ou à partir d'une autre barre. Bueno, y si no, esto me da un poco más de información y yo comienzo a tirar de las distintas barras y recomienzo nuevamente hasta ver cuál es la barra que yo puedo desbloquear. Alors, on voit bien que la découverte de l'antisymétrie de la relation, c'est une catégorie de pensée qui existe dans la tête des enfants qui réussissent ce que je viens de dire, et pas forcément dans la tête des enfants qui ont pourtant découvert la connexité de la barre rouge et de la barre verte. Y eso quiere decir que la categoría de pensamiento de la relación antisimétrica existe en los niños que pueden desencastrar la barra y no necesariamente en los niños que han descubierto la conexidad entre la barra roja y la barra verde. Creo que. Donc l'antisymétrie de la relation est tout à fait essentielle dans le premier algorithme qui consiste à partir de la barre rouge, à remonter de proche en proche jusqu'à la barre qui bloque et à recommencer jusqu'à ce qu'on tire la barre rouge. Alors, je continue. L'algorithme suivant suppose autre chose. Il suppose la transitivité de la règle. Alors quand je dis une représentation calculable, vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qui peut être calculé? D'une part, les relations entre les barres qui sont visibles, là, par exemple avec le caractère antisymétrique, et la succession, mais ça peut être aussi la transitivité de la règle. Alors la règle, c'est quoi? C'est pour tirer rouge, il faut tirer vert. Pour tirer vert, il faut tirer jaune, donc pour tirer rouge, il faut tirer jaune. Et cet enchaînement par transitivité de la règle, pour tirer X, il faut tirer Y, hein, c'est un moyen d'aller au-devant et par conséquent d'examiner le dispositif et puis tirer dans l'ordre noir, violet, orange, bleu, vert et rouge. Bueno, entonces, y la transitividad es una manera de encontrar una regularidad para tirar de las barras y poder desencastrarlas. No puedo reproducir todo lo que dice. No puedo, me da el cerebro. 30 segundos es la memoria de corto plazo, ¿no? Je ne sais pas ce que tu as dit alors. Sois tranquille, je n'ai rien dit. Ce qui me semble fondamental, c'est que la notion de représentation calculable est absolument nécessaire dans la construction de la rationalité. Et que cette représentation calculable, elle porte sur les objets du monde, par exemple ici les règles, encastrées les unes dans les autres, mais elle porte aussi sur les règles d'action. Les règles d'action, hein, s'il faut tirer
X avant de tirer Y et tirer Y avant de tirer Z, alors il faut tirer X avant de tirer Z. Et ça, c'est un calcul, c'est une représentation calculable qui porte sur les règles d'action. Entonces, las representaciones calculables son esenciales para la construcción de la racionalidad y las representaciones calculables se basan en las reglas de acción. Entonces, las reglas de acción, sí hay que hacer esto para que pase aquello y sí esto y sí entonces aquello son esenciales para la construcción de la racionalidad. Donc l'antisymétrie de la relation et la transitivité de la règle sont deux conditions conceptuelles nécessaires pour le traitement rationnel de cette situation. Entonces, la transitividad de la regla y la antisimetría de la regla son dos condiciones esenciales para el tratamiento racional de esta situación. Alors, la transitivité de la règle apparaît plus tard que l'antisymétrie de la relation. L'antisymétrie de la relation, c'est à partir de 4 ans et demi jusqu'à 6 ans à peu près, et même éventuellement un peu plus tard, parce que tous les enfants ne se développent pas aussi bien. Et puis la transitivité de la règle, c'est seulement à partir de 7 ans. Mientras que la antisimetría de la regla aparece a partir de los 4 años y medio, la transitividad de la regla recién va a aparecer a partir de los 7 años. C'est vite dit, bien sûr, mais c'est pour justifier un cadre théorique qui est absolument essentiel, c'est qu'il n'y a pas de rationalité sans représentation calculable. Ces représentations calculables nous sont fournies grâce à l'observation des objets et de leurs relations, mais aussi grâce à un raisonnement sur les règles de l'action en situation. Entonces, esto para dejar claro que no hay racionalidad sin representación calculable y que esas representaciones calculables nos vienen a partir de la interacción con el espacio, por ejemplo. Alors, je ne peux pas ne pas aborder la définition du schème parce que c'est un concept absolument essentiel dans ma théorie que j'emprunte en partie à Piaget, mais qui n'avait pas défini le schème d'une manière aussi systématique que moi. Et puis lui-même l'avait emprunté à Kant, puisque le concept de schème remonte à Kant. Entonces, él va a tratar de, él no puede continuar sin referirse a la noción de esquema, que también fue utilizada por Piaget, pero que Piaget no la definió tan precisamente como él, y a su vez que, como se sabe, Piaget la tomó de Kant. Alors, dans un schème, c'est-à-dire une forme d'organisation de l'activité invariante, ce n'est pas l'activité qui est invariante, c'est le schème, donc c'est l'organisation. En un esquema, entonces, uno tiene un invariante, no es la actividad lo que es el invariante, sino lo que no varía es la organización de la actividad. Alors, il y a toujours un but ou plusieurs. Hay una meta o varias. Des sous-buts et des anticipations, des règles d'action de prise d'information et de contrôle. Hay submetas, anticipaciones, reglas de acción, tomar la información y tener reglas de control. La prise d'information, par exemple, est très importante. Dans l'activité rationnelle, la prise de l'information pertinente est absolument essentielle pour réussir. En la toma de información es muy importante, es absolutamente importante. En una situación hay que saber elegir la información que es pertinente, es sumamente importante. Et le contrôle, c'est aussi très important parce qu'en réalité, on n'est jamais sûr totalement d'avoir fait la bonne action et d'avoir fait la bonne prise d'information. Et j'ai découvert ce problème grâce à un collègue argentin, Aníbal Cortés, qui travaillait avec moi sur l'apprentissage de l'algèbre. Et en algèbre, on est obligé de contrôler assez régulièrement ce qu'on vient de faire. Las reglas de control son muy importantes porque uno no está siempre seguro de haber tomado la buena decisión. Y esto él lo aprendió con un colega argentino que se llama Aníbal Cortés en el dominio del álgebra, donde uno no siempre está seguro de haber tomado las buenas decisiones. Et ces règles d'action de prise d'information et de contrôle, elles seraient impossibles s'il n'y avait pas des concepts en acte et des théorèmes en acte, ce que j'appelle des invariants opératoires.
Alors c'est une idée pas du tout, pas tellement nouvelle. Je veux dire que beaucoup de gens ont pensé au concept inconscient, même Vygotsky qui met l'accent sur le rôle du langage dans la conceptualisation, il parle dans un petit chapitre des concepts inconscients. Il va très loin, vous voyez, concept inconscient. Y uno no puede tener reglas de acción y de control si uno no tiene invariantes operatorios. Y esto, si bien es algo que él ha propuesto, no es el único que lo ha propuesto. Y hasta el propio Vygotsky habla de conceptos inconscientes. Alors évidemment, concept en acte et théorème en acte vont ensemble, mais ils ne sont pas, il ne faut pas les confondre, puisque les théorèmes en acte sont des propositions tenues pour vraies dans l'activité. Elles sont donc susceptibles de vérité ou de fausseté, tandis que les concepts en acte ne sont pas susceptibles de vérité ou de fausseté, ils sont simplement pertinents ou non pertinents. Y no hay que confundir los conceptos en acto con los teoremas, porque los teoremas en acto son enunciados acerca de los cuales se puede predicar la verdad o la falsedad, mientras que los conceptos no son ni verdaderos ni falsos, son simplemente pertinentes o no pertinentes. Par exemple, la connexité entre la barre rouge et la barre verte, c'est pertinent, mais ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut le caractère antisymétrique de la relation pour que ça devienne plus pertinent. Por ejemplo, la conexidad entre la barra verde y la barra roja es pertinente, pero no es suficiente. Es necesario descubrir el carácter antisimétrico de la relación para llegar a desencastrar. Et il y a en outre des possibilités d'inférence. Y hay otro que son las inferencias, otro componente del esquema que son las inferencias. Alors c'est pareil là. Bah, alors ça, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir aussi ceci, c'est que dans les relations entre mathématiques et physique, on pense souvent que les mathématiques permettent la théorie physique, ce qui est vrai, mais on ne comprend pas grand-chose si on ne voit pas que sans le concept de grandeur, il n'y aurait pas de concept de nombre. Donc, l'un des problèmes du développement des connaissances mathématiques et des activités mathématiques chez les jeunes enfants à l'école élémentaire, par exemple, c'est de lier l'expérience des quantités d'objets ordinaires, discrets notamment, et des grandeurs physiques, notamment spatiales. Il n'y aurait pas de concept de nombre sans elles. Par conséquent, la notion de grandeur, et ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un qui était à la tribune aussi, hein, la notion de grandeur le concept de grandeur est un concept tout à fait essentiel dans la genèse de la rationalité et du nombre. Il faut bien voir quand même que le nombre, c'est essentiel en mathématiques avec l'espace. El concepto de magnitud es un concepto central, esencial en el surgimiento de la racionalidad. Y uno no puede comprender el concepto de número uno no puede comprender el concepto de magnitud sin comprender recíprocamente el concepto de número. Et donc l'expérience du nombre commence avec l'expérience des grandeurs. Entonces, la experiencia de la racionalidad comienza con la experiencia de magnitud. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité, bien sûr, du concept de nombre. Alors là, je suis perdu, encore une fois. On ne pense pas bien les grandeurs avec le seul concept de nombre. Voilà, ça c'est une idée. Pourquoi ? Parce que les grandeurs, elles ont aussi une dimension. Par exemple, l'analyse dimensionnelle est absolument essentielle dans les structures multiplicatives, et bien entendu en physique, hein, mais pas seulement en physique. Dans beaucoup de domaines où on utilise les structures multiplicatives, c'est-à-dire des proportions simples ou multiples, on a besoin non seulement de regarder les nombres, mais également les dimensions de ces nombres. Alors, on va le montrer sur un ou deux exemples tout à l'heure. La structure de groupe, c'est-à-dire le groupe des entiers relatifs des nombres rationnels, a capté l'attention des mathématiciens et des dialecticiens de mathématiques depuis le XIXe siècle, au point de masquer l'importance de l'analyse dimensionnelle de la structure d'espace vectoriel. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a des choses, notamment au niveau du collège, mais même à la fin de l'école élémentaire, qui ne peuvent pas être correctement analysées si on se passe de l'analyse dimensionnelle et de la structure. Alors la structure d'espace vectoriel, j'y vais un peu fort, mais disons l'idée qu'on a des nombres avec des dimensions, et notamment des produits de dimension et des quotients de dimension.
Ça a l'air de rien, mais il y a des enfants qui butent sur les nombres à cause des dimensions et non pas à cause des nombres. Alors, par exemple, quelle heure est-il? Il est 7 heures. Et à quelle heure on s'arrête? Maintenant? Non? À 7 heures. Ah non, c'est pas ce qui était dit sur le truc. J'avais vu 7h30, moi, non? Je me trompe? Alors, si c'est le cas, c'est pas grave. Je vais abréger, mais je... 18h à 19h30. Oui, 7h30. Tu as 20 minutes. Ah, voilà, mais tu me dis, il est 7h déjà, tu as jusqu'à 7h. Je te dis qu'il est 10. Bravo! Alors, donc, les structures multiplicatives, j'ai appelé ça, les structures multiplicatives, ce n'était pas une très très bonne idée, mais ça permettait de, après avoir travaillé sur les structures additives qui sont d'une complexité beaucoup plus grande que ce qu'on croit habituellement, on peut travailler sur les problèmes qui se résolvent avec des multiplications et des divisions. Elles forment un réseau de situations et de concepts essentiels pour l'analyse des mathématiques et de la physique, essentiels aussi pour analyser la longue durée du développement de leur compréhension chez les élèves de l'école élémentaire, du collège et au-delà. Et c'est l'un des meilleurs exemples de champ conceptuel. Bueno, entonces las estructuras multiplicativas son un excelente ejemplo para analizar la conceptualización y el desarrollo de la conceptualización. Y un gran ejemplo de campo conceptual, y es el ejemplo que él ha más estudiado. Donc, sans surprise, les premières situations comprises par les élèves sont des situations de proportion simple dans lesquelles il faut effectuer une multiplication avec de petits nombres entiers. Entonces, él ha tomado con los estudiantes una situación de proporción simple. Par exemple, une distribution de bonbons à 4 élèves à raison de 6 chacun. Combien de bonbons faut-il en tout? Ou bien encore le coût de 4 kilos de poire à 6 euros le kilo. Quel coût total? Por ejemplo, entonces, es un reparto de bombones entre 4 estudiantes, ¿no? A razón de 6 cada uno, cuántos bombones en total hacen falta, o bien si 4 kilos de pera se compran con 6 euros el kilo, ¿cuál es el costo total? Alors, comme on a... Oui. Oui, pour la division, on a deux cas, la partition. Hein. Je comprends pas très bien ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Ah voilà. Les deux divisions et leurs différences. Il y a une multiplication, mais il y a deux divisions. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le quadruple, les 4 nombres qui sont en jeu, dont 1 est inconnu, Jeanne achète 4 kilos de poire pour 24 €, quel est le prix d'1 kilo. La division par 4 correspond à l'inférence. Hein? Il y a un diapo avant. Il y en a un avant. Ben non, ça je l'ai vu, ça. Je viens de le dire, celui-là. Donc on revient à celui-ci rapidement. Simplement, il faut bien voir que la division partition et la division quotition ne sont pas exactement aussi difficiles l'une que l'autre, aussi naturelles l'une que l'autre. Pourquoi? Parce que dans un cas, je vais passer avec le schéma suivant, dans la partition, je sais par exemple que pour 4 personnes, j'ai 24 bonbons. Quelle va être la part d'une personne? Je vais diviser 24 par un nombre sans dimension qui est le fois moins. Le fois moins, il vient de 1, c'est 4 fois moins de 4. 4 fois moins, 4 fois moins. Le fois moins ne change pas la dimension de la grandeur. Tandis que dans la quotition, quand on dit par exemple que je paye 6 € un kilo de poire et j'ai 24 €, combien de kilos de poire je peux acheter avec ça? Il faut que je divise 24 € par 6 € par kilo de poire. Et si je trouve des kilos de poire, c'est parce que le kilo de poire qui se trouve au dénominateur dans 6 € par kilo, il va se retrouver au numérateur, les euros au dénominateur et au numérateur s'annulant l'un l'autre. Bueno, dicho sucintamente, si bien los números que intervienen ustedes ven que son los mismos, no es lo mismo preguntarse, entonces, si 4 kilos cuestan 24, ¿cuánto cuesta 1 kilo? Que preguntarse si 1 kilo cuesta 6,
cuántos kilos, cuánto puedo comprar con 24 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una intervención de la unidad pesos por kilo y entonces son las magnitudes lo que complica la cuenta. O sea, ven que los números que intervienen en la proporción son exactamente los mismos, pero es la intervención de las magnitudes lo que hace más difícil una cuenta que la otra. Alors, voici deux problèmes qui montrent que même pour la multiplication, on peut être gêné par le fait que le nombre qu'on va trouver doit être plus grand ou plus petit. Par exemple, 285 kg de liège à 0,70 € le kilo. Pour calculer le coût total, faut-il faire une multiplication ou une division? Quand on pose la question à des élèves à la fin de l'école élémentaire ou au début du collège, presque tous répondent oui, il faut faire une multiplication. Cuando uno le pone esta cuestión a los alumnos al fin de la escuela elemental, la mayor parte de ellos dicen sí, hay que hacer una multiplicación. Et si je leur dis j'achète 0,70 tonnes de béton à 285 € la tonne pour calculer le coût total, faut-il faire une multiplication ou une division? Alors d'abord, il y a des élèves qui disent il faut faire une division. Et en tout cas, ils hésitent, beaucoup hésitent. Quelques-uns trouvent tout de suite qu'il faut faire une multiplication. Y si yo pongo este problema, la mayor parte de los alumnos dicen que hay que hacer una división y solo en algunos casos ellos dicen que hay que hacer una multiplicación. Alors, comment essayer de comprendre cette difficulté du deuxième cas? Entonces, ¿cómo tratar de comprender las dificultades de este segundo caso? En même temps qu'ils apprennent la multiplication et la division avec des nombres entiers, les enfants apprennent l'autre chose qui n'est pas véritablement enseignée. Et pour eux, la multiplication fait plus grand et la division fait plus petit. Y al mismo tiempo que uno aprende la multiplicación y la división de los números enteros, los niños aprenden cosas que no son enseñadas. Por ejemplo, la multiplicación siempre aumenta y la división siempre disminuye. Alors dans le premier cas, il n'y a pas de problème, la multiplication va bien faire plus grand. Y en el primer caso no hay problema porque la multiplicación va a conducir a ser más grande. 285 kilos de liège, ça sera plus cher que les 0,70 € le kilo. Los 285 kilos de corcho serán más caros, ¿no? Será más. Dans le second cas, En el segundo caso, dans le premier cas, donc on a un scalaire, 285 fois plus, qui est plus grand que 1. 285 étant plus grand que 1, la fonction, le prix de 285 sera plus grand que le prix de 1. Tandis que donc le choix de la bonne opération peut être contrarié par le caractère décroissant des valeurs de la fonction dans le second cas. Alors, attendez, parce que c'est pas comme j'avais prévu, moi. Excuse-moi, mais... Alors, donc... Voilà. Dans le premier cas, 285 étant plus grand que 1, le coût sera plus grand que 0,70. Dans le second cas, 0,70 tonnes, 0 tonnes 70 étant plus petit que 1, le coût sera plus petit que 285. Hésitation. D'accord ? C'est-à-dire que la propriété de croissance va gêner la propriété, la recherche de la bonne opération. Et ça se passe très tôt, dès qu'on commence à travailler avec la multiplication et avec des nombres plus petits que 1. Entonces, la creencia de que la multiplicación va a aumentar es lo que va a dirigir la elección de la operación, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar en el análisis de los dos casos. Et donc, si on étudie les difficultés rencontrées par les enfants, et pas seulement les réussites, c'est-à-dire sur quoi ils butent et pourquoi, pour essayer de les aider à surmonter ces difficultés, on voit bien que l'analyse dimensionnelle, la grandeur, l'ordre de grandeur des objets ou des nombres auxquels on a affaire sont tout à fait essentiels. Y entonces uno ve que el análisis dimensional, el análisis de magnitudes, para ayudarlos a comprender esta situación, es totalmente esencial. Je l'ai résumé en dessous, scalaire plus petit que 1, 0,7 plus petit que 1, donc f de 0,7 est plus petit que f de 1. D'où l'idée de division. Parce que la division fait plus petit. C'est un peu embêtant, ça.
Cette idée de la grandeur des nombres, notamment dans la division, n'a pas toujours été bien aperçue, y compris par le monsieur de la Révolution française qui était cité ce matin par Jean-Marie Boilevin, Condorcet, hein, qui pensait toujours que la division, c'était toujours diviser un grand nombre par un plus petit. Esta idea de la división no ha sido generalmente bien comprendida. Por ejemplo, por este señor Condorcet que mencionó Jean-Marie, que pensaba que la división siempre era por un número más pequeño. Alors c'est vrai souvent. Es verdad frecuentemente, pero no siempre. Mais pas toujours. Donc il n'est pas toujours vrai que la multiplication fasse plus grand et la division plus petit. Ça, c'est le premier théorème qu'il faut sortir. Pas forcément sous cette forme, mais au moins de manière implicite. Et il n'est pas évident que la multiplication soit commutative quand... ça c'est mis en espagnol. Hein. Il y a eu un petit défaut, là. C'est exprès? C'est pas exprès? Et voilà. Bon. On va chercher l'ordinateur. Parce que je l'ai en français et tout là en espagnol. Alors, je vais prendre un autre exemple avec des données plus nombreuses. Je vais aller assez vite pour qu'on ait un peu de temps pour poser quelques questions sans abuser. Monsieur Félix est un entrepreneur qui veut évaluer les coûts de fabrication, les temps de fabrication et la main-d'œuvre nécessaire pour des fondations en béton armé. Les fondations armées, on les appelle des semelles en français. Avant de soumettre une proposition pour un chantier de 25 maisons, 12 F4, 8 F5 et 5 F6, les caractéristiques sont données dans le tableau suivant. Le F4, c'est une habitation de 4 pièces, le F5, 5 pièces, le F6, 6 pièces. La surface habitable, la voilà, la surface d'emprise sur le sol, la semelle, la longueur de semelle, puisque la semelle, on la mesure par une longueur, bien que ce soit un volume. Bueno, ustedes tienen escrito ahí el problema y él va a calcular la cantidad de hormigón, los costos de fabricación que necesita, y él dice que los cimientos se dan en longitud, ¿no? Que cuando uno hace los cimientos, la medida del cimiento hay que hacerla con una longitud. Alors, voilà les premières données, par exemple. Les semelles doivent avoir une section de 25 sur 50 en centimètres. Le béton aura le dosage suivant, 1 mètre cube de béton, 250 kg de ciment, 580 kg de sable, 1500 kg de gravillon. Les prix sont respectivement de 25 francs, les 50, c'est une vieille recherche, elle remonte à 30 ans à peu près. 25 francs les 50 kg de ciment, 40 francs la tonne de sable, 43 francs la tonne de gravillon. Et on peut écrire, alors on demande aux élèves, c'était en 4e professionnel, on demande aux élèves dans un secteur du bâtiment, écrivez un ensemble de questions en utilisant les données dont vous disposez, écrivez vos questions en toutes lettres, ne faites aucun calcul. Alors Está escrito, no es necesario que les traduzca. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de réponse aux questions qu'on ne se pose pas. La première idée, très simple. Les questions auxquelles je pense sont d'abord des questions plus riches que celles-là, mais on veut essayer de montrer aux élèves que s'ils ne sont pas capables de poser des questions pertinentes par rapport aux données, il y a quand même un petit problème. Donc on veut les entraîner à poser des questions et à résoudre les problèmes, essayer de répondre aux questions qu'ils ont posées. Bueno, él dice que se trata de ayudar a los alumnos a que ellos se pongan cuestiones y ayudarlos a que respondan las cuestiones que ellos han colocado. Alors voici quelques-unes des questions posées par un groupe d'élèves. La longueur de semelle pour 1 mètre cube de béton. Estas son las cuestiones que han propuesto un grupo de estudiantes. Le prix d'1 mètre cube de béton. Combien de ciment pour 1 tonne de sable? Combien de ciment faut-il commander en tout? Combien de sable faut-il commander en tout? Combien de gravier faut-il commander en tout? Voilà. Et alors, on essaye de leur demander d'organiser dans un tableau les quantités de béton et les prix. Et toutes ces grandeurs sont proportionnelles les unes aux autres. Alors ça, c'est important parce que le modèle de la fonction linéaire est absolument essentiel dans l'étude de la proportionnalité simple,
Mais en fait, il faut bien voir que le fait que ce soit des poids ou des francs, par exemple, c'est très important. Et le fait de poser des questions comme par exemple ici, quelle va être la longueur de semelle, donc quelle est la quantité de semelles je peux faire avec 1 mètre cube de béton, c'est-à-dire 250 kg de ciment, 580 kg de sable, etc. C'est en fait un exercice très utile pour ces élèves. Voilà. Y entonces la idea es presentar los datos en estas tablas y si bien se trata todas de magnitudes que son directamente proporcionales, es útil que queden algunos casilleros vacíos y que serían completados por los élèves, ¿no? El hecho de que cuánto va a necesitar uno para tantos metros de cimiento con una determinada cantidad de hormigón y cuánto cemento para hacer ese hormigón y cuánta arena, etcétera. Alors, après cette première phase du travail, qui utilise simplement les quantités respectives de sable, de béton, etc., et de prix, M. Félix ajoute des choses. Il dit, mais je voudrais aussi voir ce que coûte la pose des armatures à 350 francs pour 1 mètre cube de béton. Alors, pour la main-d'œuvre, il se base sur le fait qu'en moyenne, 2 ouvriers fabriquent 18 mètres linéaires de semelles en une journée de 8 heures, pose du coffrage, des armatures, du béton, enlèvement du coffrage. La main-d'œuvre revient avec les charges sociales à un coût horaire de 48 francs. C'était pas cher à l'époque. Está escrito, el señor Félix agrega nuevas dificultades, ¿no? Cuánto hierro va a precisar para 1 metro cúbico de hormigón y las ideas sobre los datos que están aquí sobre la mano de obra. Y les solicita que escriban, sin hacer los cálculos, nuevas preguntas. Et là viennent 3 questions de fond. Écrivez sans faire de calcul les questions nouvelles qu'on peut se poser. Quelle grandeur peut-on introduire dans le tableau précédent? Et quelle grandeur demande un autre type de tableau? Alors, ce sont des questions qui permettent de voir que là, on a une fonction de 2 variables, à savoir la durée et le nombre d'ouvriers. Entonces, estas son preguntas que muestran que uno tiene acá una función de 2 variables, a saber, la duración, el tiempo y la cantidad de obreros. Alors, on sait bien que les variables, ce n'est pas un concept facile pour les élèves. C'est un concept qui, d'ailleurs, est apparu en tant que tel assez tard dans l'histoire des mathématiques. Y uno sabe que el concepto de variable no es un concepto precisamente fácil para los estudiantes y es un concepto que además ha aparecido muy tarde en la historia de las matemáticas. Mais ici, c'est essentiel. Alors, attends, parce que je suis encore perdu. Ah, nouvelle question, alors. Ah, voilà. Ça, c'est les questions posées par les élèves. Alors, vous voyez, ils sont quand même pas trop mauvais parce qu'ils arrivent à formuler des questions avec les 2 références, les ouvriers, le nombre d'ouvriers et les jours. Soit la longueur de semelle par ouvrier et par jour, soit le nombre d'ouvriers pour fabriquer 130 mètres de semelles en 5 jours, combien de semelles en 5 jours avec 10 ouvriers, combien de jours pour 1400 mètres avec 10 ouvriers. Vous voyez que quand il faut poser ces données et ces questions dans le même tableau, on ne peut plus se servir d'un tableau avec des colonnes parallèles les unes aux autres. Cuando uno tiene que colocar estas informaciones en una tabla, uno no puede más servirse de una tabla de columnas que sean paralelas las unas a las otras. Et donc, personnellement, je trouve plus commode d'utiliser un tableau à 2 entrées avec une dimension ouvrier, une dimension durée du travail, 1 jour, 5 jours. Y entonces él encuentra más cómodo introducir una tabla de doble entrada, con los obreros y la duración. C'est très difficile de faire comprendre ça aux élèves, mais pas seulement aux élèves. Y es muy difícil hacer comprender esto a los estudiantes y no solamente a los estudiantes, a los alumnos. Beaucoup de professeurs de l'enseignement professionnel, par exemple, ont beaucoup de mal à imaginer
que cette idée de faire poser des questions et de faire placer les questions dans un tableau avec les données, c'est une histoire de psychologue, ce n'est pas une histoire intéressante sur le plan mathématique. Et pourtant, là, on voit bien que l'utilisation de 2 dimensions de l'espace pour représenter la variation de 2 variables indépendantes l'une de l'autre, les ouvriers, enfin indépendantes, hein, entre guillemets, les ouvriers et les jours, c'est tout à fait essentiel. Y esto tampoco es muy bien entendido por los profesores, que piensan que no es una cosa matemáticamente muy interesante, aunque en realidad es una cosa difícil de comprender por los estudiantes, la tabla en 2 variables. Alors, en physique, on rencontre en permanence des phénomènes qui dépendent de plusieurs variables, sans que pour autant, dans l'enseignement, on mette bien ça en évidence. Moi, pour ma part, quand j'ai appris la physique au lycée, j'ai jamais été confronté à l'idée des fonctions de plusieurs variables. Jamais. Y en física uno encuentra realmente que los fenómenos tienen que ver con funciones de varias variables, pero cuando él aprendió física en la escuela, él nunca fue confrontado con una función de más de una variable. Alors, si on regarde maintenant les théorèmes en acte qui sont développés spontanément par les élèves au cours de leur activité, dans le cas de la proportion simple, on a des propriétés de la fonction linéaire que vous connaissez tous et qui sont assez facilement comprises par les élèves, même si ça n'est pas formulé sous une forme générale comme je l'ai fait. F de AX égale à F de X, ça peut être 4 fois plus ou 4 fois moins. Hein. C'est autre chose que de dire exactement ce que je viens d'écrire là. Mais ce qu'on trouve aussi, c'est des décompositions linéaires. Par exemple, j'ai observé ça très tôt avec Roussier, quand je travaillais avec lui à Orléans, que les enfants décomposaient additivement une grandeur pour faire de l'autre côté les mêmes opérations de décomposition additive avant de faire des décompositions multiplicatives. Bueno, entonces aquí estos son los teoremas en acto que están formalizados y que obviamente no son la manera en que los estudiantes los formalizan, y que esta regla de la descomposición aditiva, él la encontró que primero los alumnos hacen una descomposición aditiva antes de hacer la multiplicación. Mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que la réduction au coefficient de proportionnalité est une erreur didactique. Non pas que le coefficient de proportionnalité ne soit pas important, bien sûr il l'est. Mais si on ne voit pas que dans les raisonnements spontanés des élèves, les propriétés d'homomorphisme entre une variable et une autre variable, qu'à par addition, soustraction, multiplication et division, c'est encore plus important dans le raisonnement spontané des élèves. Au point que, je peux finir la phrase ? En Corée du Sud, j'ai une de mes élèves qui a travaillé sur la proportionnalité. On enseignait le calcul d'une 4e proportionnelle avec un système de type A sur B égale C sur X, le X au dénominateur. Les élèves péniblement apprenaient cela. Au bout de quelques mois, ils utilisaient cette technique. 1 an après, on leur représentait les mêmes problèmes. Ils avaient abandonné cette technique. Ils étaient revenus à des raisonnements qui utilisaient les propriétés d'homomorphisme de la fonction linéaire. Donc se priver des propriétés d'homomorphisme de la fonction linéaire qui correspondent au raisonnement spontané des élèves, c'est une bêtise. Bueno, los alumnos utilizan espontáneamente las propiedades de homomorfismo de la función lineal y no la manera en que se les trata de enseñar A es a B como C es a D y hallar el valor del cuarto proporcional. Y entonces él trabajó con un estudiante donde utilizaban la regla del cuarto proporcional, y después que los alumnos la usaban, ellos la dejaban y volvían a utilizar la propiedad de homomorfismo de la función lineal. Entonces es un bêtise, es un error, es una tontería ignorar esta habilidad de los alumnos de recurrir a las propiedades a la propiedad de homomorfismo. Alors, bien sûr, le produit en croix, la règle de 3, ça existe, c'est important, mais si on se passe de ces propriétés d'homomorphisme dont je viens de parler, alors on rate quelque chose d'important. Dans la double linéarité, on a ceci. Hein, je vais terminer avec cet exemple. F de N1, X1, N2, X2, c'est donc une fonction qui est 2 fois linéaire par rapport à 2 variables indépendantes, comme les ouvriers et la durée de travail pour la construction des armatures de semelles. Il y a un théorème tout à fait important qui n'est jamais exprimé en France, jamais dans la classe.
N1, N2, F2, X1, X2. Hein. Et voilà un exemple que je donne. Ah non, c'est pas ça, c'est plutôt... Voilà. Des enfants préparent leur séjour en classe de neige et calculent les denrées alimentaires qu'il faut prévoir. Pour le sucre, il faut compter 3,5 kg de sucre pour 10 enfants. Pour 7 jours, il y a 50 enfants et le séjour est de 28 jours. Combien faut-il de sucre? Et un jeune élève de CM2, la dernière classe de l'école élémentaire, hein, il intervient alors et déclare 5 fois plus, 4 fois plus, ça fait 20 fois plus. Bueno, entendieron, ¿no? El problema, y un chico muy rápido dice que hay que hacer 20. No, por favor, Stani, déjalo donde estaba. En español, déjalo donde estaba. Por favor. Me estoy volviendo loca, realmente. 4 fois plus, 5 fois plus. Entonces, ustedes ven que el niño dice, es muy fácil, 5 veces más y 4 veces más, eso es 20 veces más, porque la relación es justamente para el azúcar, 3,5 kilos de azúcar para 10 niños para 7 días, 50 niños y la estancia es de 28 días. Son 4 veces más días y son 5 veces más niños, ¿no? 10 niños son, a 50 son 5 veces más niños y 4 veces más días. Entonces es fácil. 5 por 4 da 20. Listo. Alors je termine par ce schéma qui est un schéma très simple et très simpliste, bien entendu, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir que si on pense que la rationalité, c'est essentiellement les savoirs formalisés ou même les savoirs explicites, on se trompe. Bueno, y él termina con este esquema porque si uno piensa que la racionalidad es simplemente los saberes formalizados o los saberes explícitos, uno se equivoca. Parce que avant les savoirs explicites et formalisés, on a des savoirs qui sont éventuellement pas explicites, mais qui sont explicitables si on pousse les élèves dans leur dernier retranchement. Y entonces es importante saber que antes de los saberes, antes de los saberes explícitos o los formalizados, uno tiene saberes que son explicitables, que podrían ser explícitos, que podrían volverse explícitos, pero no lo son explicitables. On ne peut pas non plus confondre conscience et explicitation. Uno no puede confundirse entre la conciencia y la explicitación. Et il y a donc des invariants opératoires qui sont conscients et qui ne sont pas pour autant explicites, ni même peut-être explicitables. Y hay invariantes operatorios que son conscientes y sin embargo ni son explícitos ni son explicitables. C'est probablement ce qui avait conduit Vygotsky à écrire dans un de ses chapitres qu'il y avait des concepts inconscients. Y probablemente es eso lo que llevó a Vygotsky a escribir en ese capítulo que hay conceptos inconscientes. Alors que lui-même avait plaidé pendant tout son livre sur le fait que, au fond, les concepts, c'était la signification des mots. Eh bien non, les concepts, ce n'est pas seulement la signification des mots. Aun cuando él escribió en su libro que los conceptos son el significado de las palabras, y eso no es así. Los conceptos no son solamente los significados de las palabras. Et en amont, il y a bien sûr des invariants opératoires dont certains restent inconscients. Entonces, uno puede no tener palabras y tener invariantes operatorios y conceptos que son inconscientes. Donc la construction de la rationalité concerne l'activité en situation. Entonces, la construcción de la racionalidad lo que concierne es a la actividad en situación. Et non pas seulement les savoirs formalisés, qui bien entendu sont une pierre importante à l'édifice, mais seulement une pierre. Y no solamente los saberes formalizados, que ciertamente son una pieza muy importante, una piedra muy importante del edificio, pero solamente una piedra. Merci. Gracias. Bueno, ¿tienen preguntas para Gerard?
¿Sí o no? No veo nada, yo por eso disculpen. Acá están los dos. Perdón, María. Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo es eso de que hay invariantes operatorios que no son, un ejemplo de invariantes operatorios que no son explicitables, pero son conscientes? Gérard, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'invariant opératoire qui n'est pas explicitable, mais qu'il est conscient? S'il n'est pas explicitable, je ne peux pas l'expliquer. Non, mais c'est une réponse un peu idiote de ma part, mais le fait que tu reconnaisses un objet, que tu reconnaisses un itinéraire, que tu reconnaisses même une propriété régulière, par exemple des saisons, par exemple, hein, c'est pas forcément, t'as pas forcément les mots pour le dire, ni même envie de le dire en mots. Ton problème, c'est d'organiser ton activité pour être adapté. L'adaptation est première, le langage est second. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene que reconocer las estaciones, uno no tiene ni el deseo de decir nada sobre las estaciones, simplemente uno tiene que reconocer un objeto para tomar una decisión. Y eso puede ser consciente, pero no explicitable, ni siquiera explicitable. No, yo quería que dijera eso porque... Je vais ajouter quelque chose. ¿Quiere agregar algo más? Lorsqu'on étudie les compétences professionnelles, par exemple la conduite de train de banlieue, on regarde quelqu'un qui fait, on le met dans un simulateur, il fait toute une série de choses, hein, et puis il y a un ami à lui qui fera la même chose quelques temps après. Mais le second observe ce que fait le premier. Et après, il discute. Donc là, il va y avoir de l'explicitation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le second va dire « Ah, mais je ne fais pas comme toi, je fais autrement ». Il va essayer d'expliquer comment il fait. Est-ce qu'il est capable de tout expliquer de ce qu'il fait? Non. Por ejemplo, dos conductores de tren que van a banlieue y uno van a un simulador y lo hacen y luego de hacer un entrenamiento en un simulador ellos hablan entre ellos. Y entonces uno dice, yo te voy a explicar cómo yo lo hago. Y él dice que aunque ellos hablen entre ellos, uno no le puede explicar al otro exactamente todo lo que él hizo. No es posible que uno le explique al otro exactamente cómo y qué hizo. La mise en mots est une activité supplémentaire par rapport à la conceptualisation. Y que la puesta en palabra es una actividad suplementaria con relación a la conceptualización. Elle est très importante, la mise en mots. Es muy importante poner en palabras. Mais il ne faut pas confondre symbolisation et conceptualisation. Pero no hay que confundir la simbolización con la conceptualización. Permiso, ¿puedo? Una consulta acerca de las invariantes operatorias inconscientes. Digo, tal vez nosotros por ahí mirando como un poco más arriba, o sea, decimos, mira, este chico pensó esto, que es una invariante operatoria que por ahí sirve para un determinado contexto y sirva, por ejemplo, a cuestiones para la linealidad, después cuando lo quiere generalizar, para, por ejemplo, cuestiones cuadráticas no funciona. Y entonces la pregunta es, ¿existen herramientas para saber si esa invariante operatoria inconsciente fue un acto de razonamiento normal o fue una cuestión que salió de casualidad? ¿Se entiende lo que digo? Sí, es difícil a formular, ¿no? Digo, pensando, sí, perdón, digo, es... Il te pose la question de comment on peut savoir si on observe l'activité d'un élève et on pense qu'il a quelques invariants conscients, et comment est-ce qu'on peut savoir si ces invariants sont par hasard ou ce sont des choses qui arrivent plus fréquemment? Je ne sais pas.
Comment distinguer un invariant qui est par hasard d'un autre qui n'est pas par hasard? Le travail du scientifique repose toujours sur des hypothèses, sur des inférences en tout cas. Hein, et dans les inférences, on peut se tromper, bien sûr. On peut croire qu'il y a tel ou tel concept qui fonctionne et pas du tout. Hein. Mais souvent, on voit se répéter les mêmes phénomènes. La répétition du même phénomène, dans la science, normalement, c'est quand même la reconnaissance de l'existence d'un certain phénomène. Voilà, et notamment d'un certain phénomène de raisonnement et de conceptualisation. Entonces, que en la actividad científica se trata de hacer hipótesis y uno no sabe si están bien o están mal, pero el hecho de que haya cierta regularidad en la aparición de ciertos fenómenos hace que uno pueda darles entidad a esos fenómenos. O sea, que la cosa sería que uno tiene que averiguar si eso es regular, ¿no? Y en general, cuando uno hace, esto es mío, esto no lo dice Bernio, cuando uno hace investigación en psicología y mira bien los invariantes operatorios que existen, te explotan, yo digo te explotan en la cara, ¿no? Cuando existen, uno los encuentra con bastante regularidad. No son golondrinas que aparecen así por azar. Quand l'enfant répond, un jeune élève de CM2 répond et déclare 5 fois plus, 4 fois plus, ça fait 20 fois plus. Por ejemplo, cuando el chico responde a eso de 4 veces más azúcar, no sé, 5 veces más chicos, 4 veces más días, 20 veces, eso es algo que no es una vez, es regular. Pero, ¿cómo? El problema es que el hecho de que sean inconscientes es que el chico por ahí no te puede verbalizar qué fue lo que pensó. Y tal vez sirven en determinados contextos y al pensarlo, ¿no? Digo, uno como docente o como está frente al aula, decís, bueno, mira, la verdad es que está piola lo que pensaste, y por ahí eso te empieza a generar un obstáculo porque cuando quiere generalizar ya no le sirve y por ahí nosotros no advertimos qué es lo que pensaba porque no pudo verbalizarlo. Por eso digo, si existen instrumentos para saberlo, solo por eso. Es complicado que le pase eso, ¿sí? Si querés podemos hablar de eso después. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Me dejan? ¿Me dan permiso? Gerard, yo quiero volver sobre el asunto de las competencias. Je voudrais revenir sur le sujet des compétences. Oh. Parce que tu as dit que les compétences n'est pas un concept scientifique. Hier, je pense que tu as dit ça, mais tu es le seul scientifique, parce que tu es un psychologue et un psychologue est un scientifique, à mon avis, tu es le seul qui a donné une définition des compétences. Parce que, à mon avis, c'est très bizarre. La compétence n'est pas une connaissance scientifique, mais il y a un pays comme la Colombie ou même comme la France qui a monté tout un système basé sur une idée qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette idée. Lo que le digo es que él dice que las competencias no son un concepto científico y estamos frente al problema de países enteros como Colombia y Francia mismo y toda la OCDE entera y demás, diciéndole a la gente que tiene que evaluar y trabajar sobre algo que no se sabe lo que es. Hoy la profesora Vicky nos habló de todo un sistema educativo montado sobre algo que no sabemos qué es. Entonces le decía que él ha dado una definición de competencias a uno que no sea un concepto científico. ¿Por qué es que pasa eso? ¿No? Es eso. Je vais répondre. Oui.
Mais je vais traduire qu'est-ce que j'ai été posé, quelle question est-ce que j'ai été posée. Ouais. Les définitions que j'ai données, ce n'est pas des définitions de la compétence. C'est l'usage qu'on fait du terme de compétence, par exemple dans la vie professionnelle. La definición que él dio dice que no es una definición de competencia, sino del uso que uno hace de la idea de competencia en la vida, de la idea de competencia en la vida profesional. Par exemple, A est plus compétent que B parce qu'il sait faire ce que B ne sait pas faire. Por ejemplo, A es más competente que B porque A sabe hacer cosas que B no sabe hacer. Ou bien A est plus compétent qu'il l'était il y a 2 ans parce qu'il sait faire ce qu'il ne savait pas faire. Por ejemplo, A ahora es más competente que hace 2 años porque ahora él sabe hacer cosas que hace 2 años no sabía hacer. Donc c'est un problème d'être plus compétent ou moins compétent que quelque chose. Entonces es un problema de ser más o menos competente que. Voilà. Alors, en général, on a besoin de cela dans la vie courante, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on a un concept analytique qui permet d'analyser l'activité. C'est pour ça que je dis que le concept de compétence, ce n'est pas un concept scientifique à proprement parler. C'est un concept utile dans le travail ordinaire, moi-même je l'utilise comme tout le monde. Mais si je veux faire une analyse un petit peu solide, j'ai besoin d'autre chose que du concept de compétence. Y él dice que el concepto de competencia no permite hacer un análisis sólido o no da la posibilidad de realmente de hacer un análisis, ¿no? Y aunque uno lo utilice en la vida corriente. Entonces, que para hacer un análisis de la actividad, él necesita más que una idea o una noción de uso de competencia. Par exemple, j'ai besoin de regarder l'organisation de l'activité dans une situation ou dans une classe de situation, d'où les concepts de schème et d'algorithme. Y por ejemplo, entonces él tiene necesidad de ver la organización de la actividad en una situación o en una clase de situaciones. Entonces de ahí viene el concepto de esquema y el concepto de algoritmo. Le concept d'algorithme n'est pas du tout appelé par les gens qui travaillent sur la compétence, jamais. Y el concepto de algoritmo es un concepto que no es llamado, no es usado por la gente que trabaja en competencias, nunca. Et le concept de schème encore moins. Y el concepto de esquema aún más. Même mes élèves ont du mal à utiliser le concept de schème. Y aún sus estudiantes han tenido poco éxito o han hecho las cosas mal utilizando el concepto de esquema. Et je leur dis, moi aussi, j'ai du mal. Y él les dice, yo también he hecho algunas cosas mal. Mais si je veux parler de l'organisation de l'activité en situation, avec le déroulement temporel, la prise d'information, les inférences, le contrôle, le but, l'évolution du but, je ne peux rien dire avec le concept de compétence. Y si yo quiero hablar de la organización, de la organización de la actividad, de las metas, de las submetas, de las reglas de control, yo no puedo decir nada con el concepto o con la idea de competencia. Donc c'est vraiment un problème de qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique. Entonces es un problema de qué es la investigación científica. On a besoin de concepts analytiques. Uno tiene necesidad de conceptos analíticos y la noción de competencia no es un concepto analítico. Pas assez analytique. No demasiado analítico. Mais voilà, c'est pas grave. À mon avis, c'est grave. Mais Non, c'est pas très grave parce qu'il faut beaucoup de temps, tu sais, dans l'histoire. Là, on découvre des sciences que la plupart des gens considèrent comme ne relevant pas de la science. Hein, l'activité humaine n'est pas l'objet d'une science pour la plupart des gens. C'est une activité, voilà, très bien, bravo l'activité. bueno, y dice que no es grave porque las cosas toman su tiempo y que, por ejemplo, la actividad humana no es un concepto científico para la mayor parte de las ciencias, que eso va a demorar tiempo. Ce qui nous oblige, nous, dans didactique par exemple, de regarder les choses, c'est d'une part la longue période de la formation des compétences. Hein? La longue période, ça dure longtemps, il faut plusieurs années, même parfois 20 années. Il y a des mathématiciens qui disent, moi,
c'est seulement à 35 ans que j'ai compris tel ou tel point des mathématiques. Y que lo que es importante para nosotros como gente de la didáctica es la larga duración de los procesos de desarrollo de competencias. Por ejemplo, hay matemáticos que dicen que son matemáticos hace 35 años y recién han comprendido tal o cual cosa. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, es la vida. C'est pas vrai seulement pour les mathématiques. Y no es solamente verdadero para la matemática. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a besoin d'analyser les erreurs. Y uno tiene necesidad de analizar los errores. C'est une chose qui n'est pas faite suffisamment, à mon avis, en didactique des mathématiques. Y es una cosa que, según su punto de vista, no ha sido suficientemente hecha en didáctica de la matemática. Alors que les erreurs sont tout à fait révélatrices du processus par lequel on essaye de comprendre un nouveau domaine. Y porque en su visión los errores son absolutamente reveladores de las dificultades que uno tiene cuando trata de comprender un nuevo campo, un nuevo dominio. Alors, le concept de compétence ne permet pas de regarder les erreurs. Y el concepto de competencia no permite mirar los errores. Chapeau, Vergniaud. Yo propongo abolir, a partir de hoy, por una decisión de este Congreso, abolir el concepto de competencia de todos los sistemas educativos y quitarlos de todas las pruebas y de todos los futuros ideólogos que quieran traerlo de la política a la educación, porque no tienen ni idea de qué se trata ni de lo que hablan. Pero bueno, nadie nos va a dar bolilla, por eso lo digo. Él no comprendió nada, pero bueno, ahora le voy a decir. J'ai proposé de supprimer la notion de compétence dans surtout dans le domaine de l'éducation et surtout dans les épreuves qui torturent les gens avec cette idée. C'est au-dessus de mes forces. Bon, merci. Très bien. Je ferme simplement. Bueno, muchas gracias a todos, en nombre del NIESIT, en nombre de la universidad. Lamento no haberles podido cumplir el sueño, como dijo el rector el primer día, de cambiar el tiempo. Todo lo demás que tratamos de hacer, creo que lo hicimos. Muchísimas gracias a los invitados y los invitamos a compartir un momento de relax, un pequeño brindis y un cóctel para terminar y para estar juntos un rato más. Es aquí nomás.